c'est vrai que je me suis dit, en fait, ce qui m'est arrivé, peut-être qu'on aurait pu l'anticiper. Après, bien évidemment, une blessure, c'est tellement multifactoriel que on ne peut pas, du coup, anticiper la blessure, mais on peut faire de la prévention. Pour moi, c'est inconcevable que mes athlètes aient le même programme, parce qu'ils ont tous, comme j'ai pu te dire, du coup, des problématiques différentes. Donc tu vois, quand je te parle de cerveau collectif, il y a le cerveau collectif sur la dimension un petit peu où tout le monde nous apprend des choses, et il y a aussi le cerveau collectif où en fait où tout le monde se tire vers le haut. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 5 d'Au-delà du jeu. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Claire Longomba. Je le prononce bien? Tu le prononces hyper bien. Tu vas bien? Très bien, très très bien. Claire, je vais faire un petit point sur ton passif. Mmh. Aujourd'hui, tu as 32 ans. Tu as eu un parcours déjà extrêmement riche. Tu as eu une première partie de vie, je dirais, où tu es basketteuse. Ouais, Basketteuse prometteuse. Ouais. Du côté de Bourges, Clermont, Tours, Angoulême. C'est ça, ouais. Tarbes, tu m'as dit aussi? Yes, exactement. Et globalement, tu baignes dans le sport depuis toujours. Et tu deviens ensuite étudiante en STAPS. Ouais. Tu fais tes années et tu vas jusqu'au master. C'est ça, ouais. Du côté de Poitiers et du Mans. Et ce qui se passe après, c'est assez fou. C'est qu'en fait, à ta sortie de STAPS, tu décides d'ouvrir une salle de sport. Tu aurais pu ouvrir une salle de sport normale, classique, mais non, ouais, carrément. loin de là. J'ai envie de démarrer là. Et je pense que de toute façon, ton passif explique ton présent. Le fait est que tu deviens entrepreneuse à 25 ans. Ouais. Ce qui est assez dingue. Tu t'implantes à Tours, là où tu ouvres ta salle de sport. Exactement, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le concept de cette salle? Le concept ou un peu comment tout s'est déroulé et pourquoi je suis venue à ce concept-là. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comme tu veux, démarre où tu veux. Allez, je pense que je vais faire le déroulement parce que je trouve ça assez important quand même. Donc comme tu as pu dire, basketteuse. Basketteuse, à un moment donné, je suis arrivée dans ma carrière où je me suis blessée. Une grosse blessure du genou. Et à l'époque, je parle à l'époque comme si j'étais vieille, mais bon, quand même à l'époque, parce que la préparation physique quand même a vraiment évolué là, ces derniers temps. Et elle a pris un vrai tournant. Mais en fait, à l'époque, la préparation physique était un peu, on va dire, laissée un peu à l'abandon. Tout se passait vraiment, c'était que du spécifique terrain, tu vois. Surtout en plus dans tous les centres où j'ai pu être passée et dans tous les clubs un petit peu. Et suite à ça, quand je me suis blessée, je me suis un peu sentie, tu vois, laissée sur le côté, à l'abandon. Et en gros, je me suis dit, wow, Claire, mais attends, là, ta vie, quand t'es joueuse pro, ça peut vite, en fait, être très précaire. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver sans rien. Donc là, j'ai commencé à réfléchir pas mal en me disant, ok, il y a le sport, c'est bien, le sport de haut niveau, c'est top, t'as envie de briller en plus, tu vois. Et suite à ça, j'ai commencé à cogiter en me disant, Claire, il y a quelque chose à faire parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont être dans ta même situation que toi, qui vont signer des gros contrats, qui vont à un moment donné se péter et en fait qui vont se retrouver peut-être un jour sans rien ou devoir recommencer pour réussir, on va dire, à retrouver son niveau. Et des fois, c'est même dur des fois de retrouver son niveau après une telle blessure. Suite à ça, du coup, j'ai arrêté, je suis descendue un petit peu de niveau, tu vois. Et là, je suis partie du coup sur une formation parce qu'au début, je savais pas trop si je vais faire kiné, STAPS, mais tu vois, je voulais rester un peu dans le monde de la performance. Et suite à ça, fort d'études, puis là je rencontre Thomas, mon associé, pendant du coup notre formation, et on échange pas mal. Lui, il était rugbyman, et un peu la même problématique que moi. Et en gros, on s'aperçoit que beaucoup de sportifs, en fait, demandent d'avoir du développement, de la prep physique, parce que, comme je t'ai dit avant, c'était pas très, on va dire, au sujet avec les clubs sportifs. Et en plus, on travaillait aussi dans des centres de réadaptation. Parce qu'en fait, on a fait une licence qui s'appelait la licence APA. Et dans les centres de réadaptation, on s'apercevait qu'il y avait des personnes qui avaient des pathologies. Quand ils sortaient des centres de réadaptation, ils devaient continuer à faire un parcours de soins, de l'activité physique, bien ensuite bien bouger, bien manger, tout ça. Et en fait, ils ne trouvaient pas un centre qui était adapté pour eux. Quand je dis un centre, c'est une salle de sport. Et face à ça, on s'est dit, wow, attends, mais il y a un truc à faire. Les athlètes ont besoin de faire de la prévention et également du coup de la prep physique. Et les personnes qui ont des pathologies ont besoin aussi, eux, soit faire de la réhabilitation ou faire de la prévention pour éviter du coup que la pathologie s'installe. Et donc on s'est dit, vas-y, on va créer un centre sport-santé pour ces personnes-là. Et en gros, on a créé ce centre et au début, on s'est dit, allez, ça va être que pour les personnes qui ont un handicap. Et là, on s'est dit, mais non,
On est aussi hyper sportif, depuis le début on dit que ça, allez, on ouvre aussi le pôle performance. Et après on s'est dit, attends, le grand public, qui est aussi sur une volonté de bien bouger, veulent également être dans de la prévention et surtout aussi à un bien vieillir, et donc capitaliser leur santé, tu vois. Et donc du coup on s'est dit, allez, on ouvre notre centre sport santé qui va être pour la cellule performance, la cellule bien-être et la cellule santé. Et d'où là maintenant qui a créé, et du coup on a Melting Form depuis 8 ans là. Et pourquoi choisir finalement un seul public quand on peut mélanger tout le monde? On peut mélanger tout le monde. Exactement, c'est ça en plus le but. D'où le nom Melting, tu vois. Melting, malin. Mélange, très malin. Forme, parce qu'il y a différentes formes, parce qu'on peut avoir des personnes en situation d'handicap, en fauteuil, amputé, para, tétra. Et aussi la forme physique, parce qu'on peut avoir des athlètes avec une très grande condition physique et des personnes avec une petite condition physique. Donc mélanger toutes ces formes, tu vois. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur au début? T'avais peur que ça prenne pas? Ouais, t'as toujours peur. T'as toujours peur quand tu te lances. Mais peur plus par rapport au financement, par rapport à tout ça. Mais l'idée, j'étais tellement sûre de moi que ça allait fonctionner. Et vu ce que j'ai vécu en tant que, on va dire, joueuse, je me suis dit, on a tous cette problématique et forcément, on va pouvoir aider certaines personnes. Donc, j'ai pas eu peur, en fait, sur le fait que ça allait fonctionner. Et cette volonté, toi, de t'occuper des autres, d'aider les autres, ça t'est venu, tu penses, de tes moments de difficulté ou... Ouais, je pense, comme je t'ai dit, là, quand j'ai eu ma blessure au genou, vraiment pendant... En gros, j'ai eu une grosse blessure, donc pendant 6-7 mois, vraiment out. Et même en me remettant en question, est-ce que je vais pouvoir réussir à venir? Parce que du coup, mon chirurgien m'a dit que je pourrais plus jamais jouer au basket, suite à ça, que j'ai eu une greffe de cartilage. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, là, on m'annonce ça comme ça, alors que depuis mes 12 ans, même plus, je baigne dedans, je m'entraîne 2 fois par jour, tout le temps, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, là, on n'a pas fait attention à moi. Et en gros, je veux pas que les autres vivent ça. Donc, du coup, faire attention à l'autre, c'est vachement important maintenant pour moi. Et t'avais besoin aussi peut-être de reprendre en main, toi, ton destin, ton corps? Après, bien évidemment, c'est vrai. C'est vrai que je me suis dit, en fait, ce qui m'est arrivé, peut-être qu'on aurait pu l'anticiper. Après, bien évidemment, une blessure, c'est tellement multifactoriel que on ne peut pas, du coup, anticiper la blessure, mais on peut faire de la prévention. Et bien évidemment, suite à ça, comme je t'ai dit à l'époque, on n'était pas du tout sur la prévention. Tu vois, maintenant, tout ce qui est en termes routine d'entraînement, prise en charge aussi psychologique, faire attention aussi à notre alimentation, notre sommeil, etc. C'était un peu avant délaissé, tu vois. On nous sensibilisait pas du tout à ça. Et du coup, là, ouais, maintenant, j'ai fait attention. Je me suis beaucoup documentée, je me suis beaucoup étudiée. J'étudie toujours, je regarde toujours des études ou quoi que ce soit. Et mon but, maintenant, c'est de le véhiculer, de le transmettre pour essayer d'éduquer aussi les sportifs ou monsieur, madame, tout le monde. Et toi, ta manière de fonctionner, c'est que lors du premier entretien, donc ça peut être, comme tu disais, quelqu'un qui va venir pour du bien-être, quelqu'un qui va venir pour une pathologie chronique ou les sportifs professionnels. Tout à fait. Ça commence par discuter. Exactement. Pour nous, la dimension psycho-émotionnelle a une très très grande importance. Quand je dis pour nous, je parle vraiment avec Thomas et de ce qu'on a voulu mettre dans le concept de Melting Form. Parce que déjà, c'est la porte d'entrée. Donc de savoir où est-ce que la personne elle en est, quel est son environnement. Quand je dis son environnement, ça va être son environnement soit de travail, si c'est une personne qui ne fait pas de sport. Quand je dis travail, ça peut être aussi environnement de travail pour le sportif également, tu vois, comment ça se passe dans son staff, comment tout ça se passe dans son quotidien. Aussi la dimension un petit peu, on va dire, familiale, où la personne elle en est, parce qu'on sait tous qu'une peine de cœur, ça peut faire énormément de mal et beaucoup de ravages. Et après également, son environnement, lui maintenant, on va dire plus personnel. Où est-ce qu'il en est et où est-ce qu'il veut aller? Et ça, vraiment, au début, l'entretien prend un petit peu de temps là-dessus. Même des fois, on va rentrer, on va être un peu invasif parce que du coup, on va poser des questions qui, des fois, peuvent déranger. Mais en fait, la personne se sent écoutée et arrive, du coup, à se livrer un petit peu. Et après, bien évidemment, on n'a pas la casquette coach mental ou psychologue. Et suite à ça, on peut le conseiller ensuite de l'indiquer, aller voir tel ou tel thérapeute. Pour ensuite mettre en place, nous, notre bilan fonctionnel. Parce que le corps fonctionne, du coup, toujours avec l'esprit. Ouais, c'est ça, vous proposez un accompagnement global, quoi. Tout à fait, ouais. Tout à fait. On va parler surtout des sportifs de haut niveau, mais vous essayez d'individualiser les programmes? Ah bah oui.
Ah bah oui, oui. Là, chaque personne est unique en fait. Donc du coup, faire toujours le même programme par exemple, là, je suis également préparateur physique, du coup, dans des clubs sportifs. Pour moi, c'est inconcevable que mes athlètes aient le même programme parce qu'ils ont tous, comme j'ai pu te dire, du coup, des problématiques différentes. Donc des problématiques différentes déjà en termes de peut-être antécédents médicaux. Des problématiques différentes aussi dans leur environnement. Par exemple, j'ai un basketteur là qui vient d'être papa, donc il va pas faire les mêmes entraînements qu'un gars qui a 18 ans et qui sort tout juste du centre de formation, tu vois. La charge ne va pas être la même. Et après, également, en fonction aussi morphologique, tu vois, en fonction de leur capacité. Donc du coup, pour nous, la base, en fait, fonctionne par rapport au bilan. Une fois que j'ai bilanté et je regardais un petit peu comment la personne fonctionne et quels sont ses besoins, là, ensuite, je vais adapter une séance en fonction de ses capacités et ses besoins. Tu vois. Donc, pour moi, tu peux avoir, on va dire, un corps de séance qui va être identique, type force. Imaginons, on est sur une séance de force. Ok, pas de souci. Mais après, peut-être dans cette séance de force, il va y avoir des exercices totalement spécifiques par rapport à aux capacités et par rapport aux besoins de la personne. Type, je sais pas, toi tu vas faire un développé couché peut-être avec barre, peut-être l'autre va faire un développé couché avec halter, peut-être qu'au lieu de partir sur un développé couché, va faire plutôt un développé militaire, bref. Mais on est sur la même thématique de la séance qui est une séance de force. Ok, et le but, en tout cas moi ce que j'ai pu observer dans cette salle, qui est assez spécifique, c'est l'autonomisation aussi. Ah oui, exactement. Encore, ce qu'on veut véhiculer, c'est... on veut transmettre énormément de choses. Nous, on veut pas que la personne forcément elle reste toute sa vie au sein de Melting Form. On veut que la personne apprenne et puisse en fait par la suite continuer dans sa vie à mettre en place une activité physique qui est adaptée à elle et même la personne sache un petit peu ce qui est bon pour elle, tu vois. Du coup, on est beaucoup dans l'échange pour expliquer pourquoi on fait ça, quels sont ses besoins et quel, on va dire, type d'exercice va être important pour elle. Pour que par la suite, si la personne veut voler de ses propres ailes, très bien, mais au moins elle peut faire les choses en sécurité et elle sait quoi faire. Donc ça, c'est aussi notre devise. Et lié à ça, vous avez un rapport à l'honnêteté et à la bienveillance? Comment ça, quand tu parles de l'honnêteté ? L'honnêteté justement par rapport à quels sont tes objectifs, combien de temps tu vas mettre pour les réaliser peut-être, quel travail tu vas devoir mettre en place pour y arriver. Exactement, ouais. Ah oui, carrément. Dans l'honnêteté, après, bien évidemment, tu mets le mot bienveillance avec parce que c'est important. Parce que regarde, moi, on a été très honnête en me disant peut-être du jour au lendemain que j'allais plus jouer. Honnête, cash. Pas pris du coup avec pas été avec des pas très radicales. Du coup, la bienveillance n'y était pas. donc c'est pour ça, comme je t'ai dit au début, quand tu sais aussi un petit peu la démarche et comment fonctionne émotionnellement la personne, tu sais si avec cette personne tu peux être cash, tu sais si avec cette personne tu ne dois pas être cash, et qu'à un moment donné il faut réussir à rentrer dans la personne, ou qu'au contraire il va falloir réussir peut-être à être un peu plus bienveillant et faire attention aux mots que tu peux avoir. Donc ouais, les deux vont ensemble quand même. Et sur l'honnêteté, du coup, bien évidemment, vu qu'on va bilanter la personne et on va voir un petit peu où elle en est physiquement et émotionnellement, ensuite, c'est à nous de lui dire avec toute honnêteté si elle est en capacité d'aller et de réussir à répondre à son objectif. Mais toujours en l'accompagnant. Donc en fait, nous, on a juste le rôle de l'accompagnateur. Parce qu'après, c'est la personne qui est actrice et qui est motrice, donc moteur plutôt, au sein de son parcours. Là, c'est marrant, le terme d'accompagnant. Il va bien, je trouve, avec les soignants qui accompagnent des sportifs pros. C'est des personnes qui sont indispensables à la réussite dans le sport pro, mais qui, entre guillemets, ne sont qu'accompagnants, puisque sur le terrain, ce sera aux sportifs de faire l'effort. Exactement. Et c'est même, quand je dis accompagnant, c'est même aux sportifs, parce que ça coûte aux sportifs de mettre tous ces protocoles qu'on va leur donner. Ils entendent, ils en ont vu 10 000 des protocoles. Donc c'est fatigant, ça coûte d'être toujours dans une même rigueur de travail. Donc c'est eux les moteurs. Donc nous, on est juste là pour les guider et leur donner un maximum de billes. Après, eux, ils en font ce qu'ils veulent avec ces billes, tu vois. Mais donner au moins les bonnes billes. Et ça, c'est vachement important. Donc, on est vraiment juste là à côté et de les accompagner. Et de réajuster ? Et de réajuster, bien évidemment. Et de réajuster, comme j'ai pu te dire. Parce que
En fonction des profils, tu vas avoir une personne qui va être peut-être trop excessive et qui va vouloir y aller. Il faut que tu dises, bah attends, mollo là, lastico, ok, on va y aller un peu plus doucement parce qu'au contraire, là on part droit dans le mur. Ou d'autres personnes qui, on va dire, faut les pousser un peu plus, tu vois. Et au contraire, là, dire, allez, faut mettre les bouchées doubles, sinon, là, demain, tu n'arriveras pas à répondre à ton objectif, tu vois. Donc, on est toujours en train de réajuster, et même de réajuster aussi en fonction, comme je t'ai parlé, de la dimension psycho-émotionnelle. Peut-être, je sais pas, demain, tu apprends quelque chose qui va pas bien, je t'avais planifié une séance, peut-être on va pas faire cette séance, ou pas même avec la même intensité, parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas disposé du coup à répondre à cette séance, tu vois. Et même quand je parle de dimension psycho-émotionnelle, on va aussi parler aussi entre femmes et hommes, entre une femme aussi qui a son cycle menstruel et là bien évidemment aussi en fonction de son état de forme d'aujourd'hui, on va peut-être il y avait une séance qui était planifiée, on la fera peut-être pas parce qu'elle n'est pas en capacité de la faire. Ouais, donc adaptabilité max. Tout le temps. Tout le temps. Dans notre cerveau, tu es toujours en train de tout le temps jongler entre ok, il faut faire ci, il faut faire ça. Ah tiens, j'ai pensé à cet exercice, ça va pas. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Mais toujours du coup, montrer que la personne peut le faire. Nous, c'est notre leitmotiv ici. On veut pas que la personne parte et a dit ah ouais, j'ai pas réussi à le faire. Et que du coup, elle se sente en échec. Et c'est là où du coup... la personne cogite tout le temps et au contraire rentre dans un cercle vicieux de déconditionnement parce que du coup moralement elle n'ira pas bien. Donc du coup à chaque fois si la personne elle est en échec ou elle ne sait pas faire ou elle ne peut pas le faire parce qu'elle a mal ou quoi que ce soit, ok c'est pas grave, on va tester ça. Ah tiens ça t'y arrive, top, tu vois ça t'y arrive. Ça me dit rien du tout. Ça te dit rien du tout. Et du coup tu parlais d'adaptabilité et aujourd'hui vous êtes en charge de collectif, donc toi et Thomas, dans des domaines très différents. Tout à fait. Sport co, sport individuel, ouais. et dans les sports co, rugby, basket, volley, ok, et sport indiv, sport et handisport. Exactement, ouais. Femmes et hommes, c'est dingue, quoi. Ah oui, ouais, et puis c'est hyper riche. Parce que chaque sport, parce qu'il y a une culture déjà dans chaque sport, il y a la culture sportive. Et chaque sport, comme je t'ai dit, a sa culture et va nous permettre en fait d'apprendre pas mal de choses pour peut-être ensuite le transmettre à un autre sport. Donc c'est hyper riche même pour nous d'être dans tous ces sports. Et en plus, ça nous demande à chaque fois de potasser, de s'informer un maximum, d'étudier un maximum, parce qu'on n'est pas du tout, même nous, des experts de ces sports. Tu vois, moi là, je suis du basket. Quand je suis arrivée au hockey, je connaissais rien au hockey, concrètement. Mais après voilà, c'est de l'analyse et de l'analyse de la tâche, de l'analyse de la didactique et de l'analyse aussi de la performance. Et après, suite à ça, bien évidemment, c'est de l'adaptation physiologique. Donc ensuite, on sait notre métier de prépa physique une fois qu'on a analysé tout ça. Et ensuite, on peut réussir à venir transmettre peut-être des choses qu'on a vues dans un autre sport qui peut être adaptable pour l'autre sport, tu vois. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Donc on en apprend tous les jours en plus. Donc c'est cool. Ouais, c'est un boulot où tu apprends aux autres et les autres t'apprennent. Exactement. J'appelle ça le cerveau collectif. Et du coup, à Melting Farm, c'est un vrai cerveau collectif. Parce que même des gens qui ont des pathologies, et c'est même grâce à ces gens-là que je pense qu'on est vraiment calé dans la performance. Parce qu'avec ces personnes qui ont des pathologies, on va toujours essayer de trouver le meilleur exercice du coup pour eux, pour qu'ils puissent s'émouvoir. Donc là, je parle sur des gens qui ont des gros handicaps, para, tétra, amputés, etc. Comment faire pour qu'ils puissent s'émouvoir et qu'ils puissent garder vraiment un maintien physique. Et surtout, quelle adaptation ça va avoir, tu vois, sur leur corps. Et grâce vraiment au domaine de la santé, on peut ensuite, vu qu'on est toujours dans l'adaptation dans le domaine de la santé, ça nous permet d'être hyper fort dans l'adaptation, dans la performance. Donc vraiment, l'un ne va pas sans l'autre. Le fait de mélanger des personnes pareilles et des personnes valides, moi j'en témoigne. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais sur le vélo à faire du fractionné, et j'étais en train d'en chier, quoi. Et je commence à me plaindre dans ma tête, et je vois un monsieur qui se donnait à 1000 et qui avait plus ses jambes, en fait, tu vois, et qui se plaignait pas. Et j'ai fait ok, tais-toi. Exactement. Et c'est ce que j'adore dans cette salle. Parce que, voilà, des fois, je vais avoir des sportifs qui vont venir avec, médaillés, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, tu vois.
et qui vont se dire Claire, j'ai la flemme aujourd'hui, et ils vont tourner la tête et ils vont voir du coup ma personne double amputation qui est là en train de faire des tractions et dire non ouais je peux pas me plaindre, non ouais tu peux pas te plaindre, et du coup des fois ça te permet d'un peu de remettre les pieds sur terre, parce qu'après bien évidemment on a tous nos tracas, on a tous nos problèmes, et ça je veux pas quand un sportif me dit ouais ça va pas, je vais pas lui dire oh ça va, arrête, t'es bien payé, tu joues, tout va bien, c'est ton sport favori en plus. On comprend ce qu'il veut dire, mais des fois ça permet un peu de se pousser quand même et de dire allez, c'est vrai qu'il y a quand même pire que moi, faut y aller. Et je trouve que c'est un peu cette leitmotiv un peu dans cette salle, c'est que le sportif va donner de l'espoir un peu à la personne qui est en situation de handicap, ou à se dire oh, ah ouais là regarde je suis en train de faire un petit peu comme la personne là de haut niveau que je vois à la télé, je fais wow, c'est incroyable, du coup elle se pousse. Et il y a le sportif qui des fois en chie ou quoi que ce soit, il se dit non ouais je peux pas montrer que ça va pas, il faut que je montre que ça aille quoi, et qui va se donner. Donc en fait tout le monde se tire vers le haut. Donc tu vois, quand je te parle de cerveau collectif, il y a le cerveau collectif sur la dimension un petit peu où tout le monde nous apprend des choses, et il y a aussi le cerveau collectif où en fait où tout le monde se tire vers le haut. Donc ça c'est top. C'est une richesse. Carrément. Et j'imagine que au moment où tu décides de t'associer avec Thomas, c'est parce que Thomas a aussi les mêmes valeurs que toi? Ouais, exactement. Ah, là-dessus, j'ai trouvé mon binôme. En plus, petite anecdote. En fait, Thomas et moi, avant, on faisait pas mal de covoiturage, parce qu'en fait, quand on a commencé nos études, lui, il était rugbyman, moi, j'étais basketteuse. Il fallait absolument à chaque fois qu'on rentre pour s'entraîner, donc tous les jours. Et on s'est rendu compte qu'on était en fait dans la même ville. Donc on s'est dit, ah ouais, vas-y, on va covoiturer ensemble. Et en covoiturant ensemble, on a du coup pas mal échangé sur ces trajets, où on s'est aperçu qu'on avait les mêmes envies, les mêmes valeurs. Et surtout qu'on avait envie de transmettre énormément de choses autour du sport. Parce que je vais parler le mot sport, tu vois, je ne vais pas parler que de performance. Parce que le sport, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Et surtout le sport santé. Parce que le sport santé, la performance peut rentrer dedans, les gens qui ont des pathologies peuvent rentrer dedans, et le bien-être, on est dans la prévention également, peut rentrer dedans. Donc ouais, non, Thomas, on a les mêmes valeurs. Et même maintenant, quand on recrute quelqu'un au sein de Melting Farm, on veut plutôt un savoir-être qu'un savoir-faire. Parce que le savoir-faire, on dit voilà, c'est pas grave. On va pouvoir former la personne. Si la personne a un savoir-être, elle a les mêmes valeurs et est vraiment dans la même réflexion que nous, elle va forcément apprendre facilement. Et ensuite, même les personnes, du coup, vont également lui transmettre un maximum de choses pour qu'elle puisse apprendre. Donc ouais, les valeurs, vachement importantes. Valeurs centrales, ok. Et je me pose une question aussi sur votre légitimité. Parce que ce qui se passe quand même, c'est que vous créez une salle et vous commencez à prendre en charge des collectifs professionnels à 25 ans. Ouais. Et il y a finalement les 3/4 des gens que vous commencez à accompagner, même j'imagine aussi les investisseurs que vous trouvez avant, qui sont plus âgés que vous. Tout à fait, ouais. C'est vrai. Est-ce que direct t'as dit ok, je suis incroyable Non, pas du tout. Et même aujourd'hui, on se sent un peu comme des imposteurs. On a un peu la démarche de l'imposteur avec Thomas. Où on se dit, ouais, des fois, on comprend pas trop tout ce qui se passe, et même on ne réalise pas, tu vois, parce qu'il y a même des gens qui disent, ah ouais, attends, t'es dans telle équipe, ah ouais, tu fais ça, ouais. Et en fait, on est tellement dedans qu'on se rend pas compte de ce qu'on fait, tu vois. Et même de ce qu'on peut véhiculer au sein de Melting Farm. Et après, en termes de légitimité, j'ai jamais quand même eu ce problème de légitimité. En plus, même, tu vois, là, je suis en tant que femme, rentrer aussi dans un staff masculin, tu vois, c'est pas... On est bien. On est bien. Vas-y, je t'en prie. C'est pas facile, et ouais, c'est vraiment un vrai sujet. Mais tellement, comment dire, sûr de moi, mais quand je te dis sûr, c'est de ce que je peux apporter et ce que je peux transmettre, c'est peut-être qui va me donner, on va dire, un charisme qui fait que les gens vont pas me dire est-ce qu'elle est légitime ou pas. Je sais pas, c'est une vraie question. Je devrais leur poser la question à mon staff de comment cela se passe. Mais non, on n'a jamais douté de si on était légitime ou pas. Comme je dis, on a toujours un peu le syndrome de l'imposteur en se disant un peu, ah oui, c'est vrai, on fait ça, pourquoi ils sont venus nous chercher, tu vois. Mais pas après, une fois qu'ils sont venus nous chercher, on est tellement convaincus de ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on veut transmettre que peut-être c'est ça qui fait que ça fonctionne. Grande question. Et les gens sont venus vous chercher. Et les gens sont venus nous chercher, oui, tout à fait. En fait, ça a fait un petit peu le bouche à oreille au sein de Tours. Après, Tours, c'est une petite ville. Mine de rien, à Tours, il y a quand même pas mal de sports. En fait, après, il y a peut-être un club, et voilà, les sports aux alentours, ils ont vu que ça fonctionnait.
Quand des fois, les clubs, forcément, n'ont peut-être pas aussi les moyens de pouvoir aussi recruter, parce qu'il y a aussi une dimension financière, des fois, dans les structures qui peuvent être assez compliquées. Ou en fait, ça va être des athlètes même qui vont venir au sein de la structure. Suite, en fait, une fois que les athlètes sont venus, du coup, les clubs vont dire bon, bah, regardons un petit peu ce qui se fait là-bas, et après, bah, on signe le contrat avec le club. Et là, maintenant, c'est pour ça qu'on a un petit peu tous ces sportifs tourangeaux et ces différentes structures de Tours. Du coup, vous avez un emploi du temps chargé. Waouh, Bagdad. Bagdad, l'emploi du temps. C'est pour ça que c'est dur de se rendre compte de ce que vous accomplissez aussi. Ouais, carrément. C'est vrai, parce qu'on a tout le temps la tête dans le guidon. Tu vois, là, je regarde, en plus, on est à la salle, je suis toujours en train de regarder qui arrive, etc. J'ai même le téléphone qui fait que de sonner. Puis après, on est dans des staffs. Donc, dans le staff, vu qu'en fait, on n'est pas à 100% dans le staff, parce qu'ensuite, on revient au sein de Hamelting. Donc, ça veut dire, si le staff a décidé qu'il faut changer l'heure d'entraînement et le déplacer dans 2 heures, ou s'il faut mettre l'entraînement le matin, et qu'ensuite, il y a un autre club qui nous dit la même chose, faut être 100% disponible. Et aussi 100% disponible aussi avec nos athlètes, parce que après, c'est aussi rassurer nos athlètes, parce qu'il y a aussi tout le pôle, comme on dit, de la performance, où on va jouer, on va dire, un petit peu sur les entraînements. Mais après, il y a aussi tout l'arrière, c'est-à-dire peut-être rassurer la personne, lui montrer aussi son emploi du temps, quelle, on va dire, organisation l'athlète va devoir avoir. Et ouais, ça, c'est le travail de l'ombre qui est très chronophage, qui prend beaucoup de temps, mais qui est vachement aussi important. Prend aussi de l'énergie. Ouais, carrément. Après, ouais, c'est... ouais, mentalement. Même des fois, je me dis, je suis rincée mentalement. Tu vois, là, avec Tiffaine, bref, une athlète que je prends en charge, tous les jours, pour voir un petit peu sa fatigabilité, où elle en est, on fait un Blaze Pod, donc c'est un jeu de réactivité, pour savoir un petit peu où elle en est dans sa fatigue. Du coup, je me prends au jeu, je le fais avec elle. Et il y a des gens, je m'aperçois, je me dis, waouh, là aujourd'hui, tu vois, mon score d'habitude, je suis aux alentours de 60, 58. Là aujourd'hui, je suis à 46, tu vois. Pas foufou, test de grippe, je suis à 30, d'habitude, je suis à 60. Aujourd'hui, dimension psychologique, vraiment fatiguée. Fatigue nerveuse, top, quoi. Donc, ouais, ça nous prend beaucoup de temps, ça nous charge pas mal. Mais je suis tellement passionnée que en fait, si je me rends même pas compte, en fait. Même des fois, les personnes disent, mais comment vous arrivez à tout faire, quoi. Mais je pense la passion et d'être avec des gens riches, parce que les gens aussi, on se nourrit de ces personnes-là, hein. De ce partage-là, bah, fait que on sent pas notre fatigue. Mais en vous voyant évoluer au sein de la salle et en dehors, on sent qu'en effet, même si des fois il y a de la fatigue, un échange avec une personne peut vous remettre dedans pour la journée. Exactement. Bah ouais, parce que t'as des personnes qui vont t'apporter... c'est des échanges qui peuvent être tellement riches et qui vont... Je sais pas, si à un moment donné, je vois qu'il y a une personne qui va pas trop bien, je dois dire, bon, allez Claire, même si toi ça va pas, pose ça de côté, essaye d'être là pour la personne. Puis ensuite, il va y avoir une Manouette qui va arriver totalement folle au sein de la salle et du coup, boum, c'est reparti, hop. Ça redynamise et donc tu vois, on peut avoir des fois un petit peu des up and down, mais on a toujours des personnes qui arrivent à nous rebooster et nous faire aimer notre métier et du coup, on se dit, wow, c'est incroyable, on n'est pas fatigué, let's go. J'ai l'impression aussi que pour faire ce boulot-là, il a fallu que tu te connaisses toi. Ah ouais, vraie question là. C'est vrai. Là-dessus, quand tu dis me connaître, j'ai quand même beaucoup fait pas mal de thérapie. Quand je te dis thérapie, essayer d'aller voir un petit peu aussi comment je fonctionnais dans mon mécanisme, on va dire, émotionnel, psychologique, tu vois, pour essayer un peu de comprendre quels étaient mes traits de caractère et mon fonctionnement, pour ensuite pouvoir des fois aussi me protéger, parce que des fois, il faut savoir se protéger. Quand je te dis te protéger, c'est que tu as des personnes qui peuvent être... comment dire sans que je sois trop dur, comment s'appelle un peu l'espèce là qui vient une sangsue. Une sangsue, tu vois, ou j'aurais même dit, je sais pas, un tic, tu vois, qui vient te... Il y a des gens énergivores. Ouais, hein. Et voilà, très énergivores, merci, j'ai pas trop les mots. Énergivore, et là, faut que t'arrives à mettre la bonne limite, et quelle est ta limite, tu vois.
Donc ça, faut se connaître parce que sinon tu peux te faire vraiment bouffer et vraiment être lessivé. Après aussi, protection, quand ça on apprend avec l'expérience. Avoir la bonne distance également aussi dans le staff et avec tes athlètes. Parce que vu qu'on est quand même très très proche, mais quand je dis athlète, je peux parler aussi avec nos adhérents, tu vois. Parce que on va être quand même très très proche parce qu'ils vont se confier à nous, ils vont nous dire des choses. Mais réussir à avoir, on va dire, la bonne distance où si à un moment donné, on doit recadrer, bah que ça puisse passer, tu vois. Parce que si on fait trop copain-copain, je peux dire lever la voix et me faire bah, qu'est-ce qu'elle me veut, elle tu vois. Et en même temps, réussir à un moment donné, ouvrir sa porte et être accessible et que la personne sache qu'elle peut se confier aussi, tu vois. Et donc ça, du coup, il faut qu'on se connaisse bien, je pense, pour réussir soit à se protéger, soit à ouvrir sa porte et trouver aussi les bons moments pour ça. Donc ouais, j'ai dû creuser un petit peu et je creuse encore hein, parce qu'on se connaît jamais vraiment, tu vois. Et cette posture que tu adoptes, moi je sais que c'est quelque chose que j'avais apprécié parce qu'on pouvait déconner, mais on travaillait quoi. Ouais, on savait qu'on était là pour travailler et ouais, c'était évolutif selon les jours, mais quoi qu'il arrive, il y avait toujours cette distance minimum qui fait que tu sais, quoi qu'il arrive, que tu es là pour bosser. Quoi. Ouais. Ah oui, parce que... et je pense aussi, des fois, c'est dans... Quand on parle dans la performance, des fois, il y a peut-être des préparateurs physiques qui peuvent se perdre à ça parce que vraiment, on crée une complicité énorme avec l'athlète quand même. Et des fois, trouver on va dire, le bon juste milieu, ça peut être très compliqué. Et des fois, le mot ne peut plus passer, en fait. Ce qu'on va vouloir mettre en place, ça va plus passer parce qu'il y a soit peut-être trop d'émotionnel, trop d'affect. Et donc, du coup, même s'il y a des fois trop d'émotionnel, ce que on va essayer de mettre en place, on est tellement pris émotionnellement qu'on va peut-être aller dans le sens de l'athlète, alors que c'est pas ce qu'il faut, tu vois. Et des fois, au contraire, on sent que l'athlète peut nous emporter, du coup, émotionnellement. Et des fois, on va peut-être même être trop dur, et c'est pas ce qu'il faut non plus. Et ça, des fois, c'est très, très dur, je trouve, du coup, en tant qu'individu, de trouver vraiment la bonne posture. Parce que des fois, ouais, on peut vraiment se laisser emporter, ça peut être vraiment très difficile. Ouais, t'as créé des relations fortes, toi, avec... Ouais, vraiment. Ouais. Quand je dis relations fortes, tu vois... tous mes athlètes, j'ai tout le temps des nouvelles d'eux parce que voilà, c'est comme je te dis, vu qu'on rentre aussi un peu dans le perso de où est-ce qu'ils en sont dans leur vie personnellement, etc. Forcément, du coup, ils se confient. Mais après, c'est pas devenu mes meilleurs amis. Donc ça, ils sont au courant qu'ils peuvent compter sur moi, je suis là, etc. Bien évidemment, si après, plus tard, ils arrêtent leur carrière, peut-être là, à ce moment-là, et que moi, du coup, je n'ai plus, on va dire... de lien sur leur performance et de leur prise en charge, ok, je peux peut-être faire tomber tout ça. Mais pendant qu'ils sont en carrière et que je suis préparateur physique avec eux et que je les encadre, là-dessus, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de copinage, ouais, carrément. Très intéressant. Et dans la connaissance de toi, je voudrais revenir à un truc. Comment toi, tu t'entraînes ? Ah ouais. Et là aussi, beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est que dans la connaissance, c'est que avant, j'étais basketteuse, donc je connaissais toute la culture du basket et la prépa physique autour du basket. Et en fait, je me suis dit, surtout quand j'ai arrêté le basket, faut que tu découvres autre chose. Donc je me suis mis à découvrir pas mal de choses. Donc je suis partie sur des sports indiv, des sports aéro. Je me suis vue faire des triathlons, des marathons, des Ironman, des trucs un peu fous parce qu'en plus... T'as dit je me suis vue faire. Ouais, c'est marrant ce que je dis. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, je me vois encore Claire la basketteuse. Qui du coup, avant, je me disais mais attends, mais c'est qui ces fous là qui courent 42 km. Je me disais mais jamais je ferais ça, tu vois. Et en gros, quand je te dis je me suis vue faire... C'est vu que je commençais à avoir beaucoup aussi d'athlètes en sport indiv où je leur faisais leur prise en charge sans forcément moi-même avoir pratiqué forcément cette discipline. Donc en fait, j'étais dans une prise en charge vraiment limite que théorique, tu vois. Théorique sur ce que je pouvais lire, sur ce que je pouvais me documenter. Mais pour moi, un prépa physique qui s'entraîne pas, c'est un imposteur, tu vois.
Et c'est vraiment, et donc on doit savoir un petit peu ce que le sportif peut ressentir, peut-être ce qu'on propose. Il y a peut-être une faille à un moment donné dans ça, parce que c'est bien beau la théorie et la physiologie, mais après il y a vraiment le ressenti, tu vois. Et c'est ce qu'on dit aussi en kiné, il y a la clinique, donc il y a les examens, il y a la clinique. C'est la même chose un peu dans la performance. Et donc du coup, j'ai testé beaucoup de choses. Donc j'ai testé les sports individuels, tu vois, ça m'arrive même des fois sur des séances, là j'ai aussi des décathloniens, d'aller avec eux, de découvrir un petit peu la science, de sentir un petit peu ce qu'ils vont vivre un petit peu aussi sur la piste, tu vois, ou même sur de la course, du 400, etc., pour comprendre vraiment ce qu'ils peuvent ressentir et ensuite où moi je peux réussir vraiment bien adapter des choses par rapport à leurs besoins. Donc ouais, j'ai testé beaucoup de sports. Ok, et du coup, est-ce que ton rapport à la douleur, il a été évolutif aussi ? Ouais. Avant, j'écoutais pas du tout mon corps. Quand je te dis j'écoutais pas mon corps, c'était quand j'étais basketteuse. Mais après, comme j'ai pu te dire, on m'avait pas sensibilisé à ça du tout. C'était t'as mal, allez, tu mets un coup de strap, tu joues. T'as une cheville, tu straps, tu joues. J'étais pas sensibilisée à ça. Donc j'écoutais jamais mon corps, j'avais mal, je jouais. Maintenant, là, je fais très attention. Et même du coup, je fais très attention avec mes athlètes. Après, bien évidemment, quand tu es dans un staff, quand tu es dans une structure, il faut gagner, il faut des résultats. Même ils vont te dire, ils sont payés pour. Tu vois, on est un peu un pion. C'est difficile à dire ça, tu vois. Mais t'es payé pour avoir du résultat, parce qu'en plus, tu as des partenaires, tu as tout vraiment la dimension du coup environnementale qui fait qu'on pousse l'athlète à jouer même s'il a mal. Mais c'est pour ça que ce que je dis souvent du coup à mon staff, c'est que en tant que prépa physique ou en tant que médecin, en tant que kiné, tout ça, tout le staff med, nous on est là pour dire attention, là ça va pas. Donc après, on le dit au staff. Après, ça veut de prendre, comme on dit, de prendre les cartes. S'il veut prendre les cartes, oui ou non, il faut jouer ou il faut pas jouer. Même chose, on fait attention également ensuite avec l'athlète, de lui dire, tu peux y aller, tu peux pas y aller. Après, bien évidemment, dans le return to play et return to perf, faut qu'on fasse attention aussi à, des fois, pas trop dire des choses aux athlètes, tu vois. Parce que si je te dis, là, Manon, là, c'est chaud, tu peux pas jouer, tu vas pas jouer, tu vas... dans ta tête, tu vas commencer ton échauffement, tu vas bégayer, tu vois, parce que dans ta tête, moi, je t'ai dit quelque chose de négatif, tu vois. Donc, encore une fois, c'est des fois encore difficile, tu vois, parce que moi, maintenant, je fais hyper attention pour moi. Je fais hyper attention, on va dire, pour le grand public, mais pour les personnes qui sont en situation de performance, je vais faire des tests associés à ça. Et après, c'est réussir à voir avec l'athlète, est-ce qu'on prend le risque ou est-ce qu'on ne prend pas le risque. Et maintenant, pour moi, c'est l'athlète maintenant qui est au cœur de ça et c'est à lui de prendre la décision. Donc, si après, bien évidemment, le staff technique, quand je dis le staff technique, c'est la structure, veut bien écouter ensuite l'athlète. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est pas de ton ressort, ça. C'est pas de mon ressort, ouais. Tout à fait. Est-ce que tu as un rêve dans ce boulot ? Un truc qui t'attend ? C'est une bonne question, tu vois. Je me fais mes objectifs un peu dans 3 à 6 mois, un an. La meuf, elle est tracassée. Sans la feuille. Je te jure, sans la feuille. Et tu vois, là, je sais pas trop ce que je veux. Tu vois, là, je grandis. Quand je dis je grandis, tu vois, c'est qu'à un moment donné, je me disais, allez... je vais absolument être avec des clubs pro. Donc, tu vois, là, par exemple, on est avec des clubs. Je me dis, ah ouais, c'est ça, c'est cool. Mais c'est pas forcément ce qui me nourrit à fond, tu vois. Après, je me disais, ouais, je vais connaître un petit peu le milieu fédéral. Tu vois, je suis partie un peu dans le milieu fédéral. Je me dis, ok, c'est cool. Mais voilà, tu vois. Et en fait, je pense peut-être ce qui me manque à l'ESI. La chose que j'ai pas encore faite, c'est que, tu vois, je suis... une femme et je ne suis encore jamais intervenue dans un sport de haut niveau avec une structure féminine. J'ai toujours, tu vois, été toujours avec des hommes, tu vois. Peut-être dans, on va dire, le sport de haut niveau, finir peut-être avoir une expérience avec le secteur féminin, c'est encore autre chose. J'ai toujours eu un peu de secteur féminin, mais en indiv, mais jamais en collectif sur du sport de haut niveau. Donc peut-être toucher à ça, voir un peu comment ça se passe, parce que c'est encore une autre approche, surtout c'est la psychologie, tu vois, sur la dimension émotionnelle. Mais après, en termes de projet, peut-être dupliquer Melting Form, tu vois, avoir plusieurs petits Melting Form, ça c'est quelque chose qui me tiendrait encore plus à cœur. Sur Tours ? Au début, c'était sur Tours, ouais.
Et parce que faut d'abord voir si la copie fonctionne bien avant de le déporter ailleurs. Et donc, si la copie fonctionne bien, du coup, à 30 km d'ici, tu vois, ça veut dire qu'on peut réussir à mettre ça un peu plus loin et on n'a pas besoin d'être toujours là, tu vois. Parce que si là, je m'amuse à mettre ça à Montpellier et que je dois faire tout le temps les allers-retours parce qu'il y a des couacs, horrible, Pas possible. pas possible. Donc, ouais, multiplier Melting Farm, ça serait top. Parce que du coup, tu nous parles éventuellement une deuxième salle, éventuellement une troisième, une quatrième. Mais est-ce que tu aurais un autre projet qui diversifierait un petit peu? En fait, ce qui est fou, c'est que dans ma tête, j'ai 10 000 projets. Donc, si je te parle de tous mes projets, quand là, je te parle de projet, c'est de projet pro. Pour te dire, à un moment donné, avec Melting Farm, on voulait créer au sein de Melting Farm une sorte de... en fait, d'un centre de vie. Quand je dis d'un centre de vie, c'est qu'on pouvait à la fois également manger, montrer aussi, parce qu'à Melting Farm, on montre le bien bouger, on voulait aussi expliquer le bien manger, etc. Tu vas rire jusqu'à où je vais venir. Et souvent, on s'aperçoit que les gens, ils sont toujours là, en train de boire un café à Melting, boire un petit coup. On s'est dit, ah ouais, en fait, on pourrait créer peut-être autre chose, qui est un bar sportif. Et en gros, le bar sportif, c'est qu'on voit que, mine de rien, avec Melting Farm, on réunit et on rassemble beaucoup de personnes autour du sport. Et que des fois, les gens aussi se fédèrent énormément grâce au sport et aussi autour de quelques boissons, que ça soit alcoolisé ou non alcoolisé. D'où le bar, pardon. Et en fait, le projet, ça serait de créer un bar sportif pour que les différentes personnes puissent venir voir un petit peu les équipes sportives de la Touraine. Ça veut dire que les supporters du CTHB puissent venir au sein du bar quand l'équipe va jouer à l'extérieur, donc regarder les retransmissions directement sur les écrans. Et c'est un petit peu avec tous les clubs et surtout aussi pour rassembler et réunir un petit peu tous ces sportifs. Parce que par exemple, au sein de Tours, voilà, il y a beaucoup de clubs. Quand les sportifs ils arrivent, en fait on s'aperçoit qu'ils connaissent pas du tout la ville, qu'ils sont ils sont focus entre maison, gymnase, staff med, maison, gymnase, staff med, et entre un petit peu, il y a de la proximité qui va se faire un petit peu dans le collectif, mais après on pourrait les ouvrir à autre chose et aller voir un petit peu ce qui se fait aussi ailleurs, et donc du coup rassembler un petit peu tous ces sportifs au sein du bar, et donc faire des fois des événements où ils peuvent tous se retrouver, et rassembler aussi des personnes qui sont pas du tout dans la performance, mais pour venir voir également tous ces matchs, donc retransmission, d'où le bar sportif. Donc là voilà, pour l'instant on est en pleine création là-dessus. On a déjà trouvé notre lieu, là on est en train de faire avec le maître d'œuvre pour voir un petit peu du coup l'aspect financier sur les travaux, et après let's go, on va démarche financière. Toujours dans cette logique finalement de mélanger et de créer du lien. Le melting, on va l'appeler melting pot. Melting bar. Melting bar, je te jure. C'est trop bien. Et ça peut aller avec ça. Ah, pas forcément avec le bar, mais en tout cas, je voudrais que tu puisses me dire une chose, une qualité, quelque chose qu'on t'aurait attribué et que tu voudrais surtout pas qu'on t'enlève. Je pense la bienveillance. Je pense qu'on me dit souvent ça. Ouais, on me dit souvent ça. Et je m'aime bien dans cette qualité. Non, je pense que c'est ce qui me résume un peu. Je suis beaucoup à l'écoute, je vais faire très attention. On va dire, dès que la personne va passer le pas de la porte, le pas de la porte, dès qu'elle va passer la porte, je vais tout de suite un peu la screener. Quand je dis la screener, bien évidemment, je la dévisage pas, mais voir un peu quel est son mood. Comment elle rentre, est-ce qu'elle rentre dynamique, est-ce qu'elle rentre, tu sens qu'elle n'a pas envie, pour aussi ensuite avoir la bonne approche et le bon comportement avec elle. Donc, et apporter ensuite les bonnes choses à ce moment-là. Donc ouais, je pense la bienveillance, que je suis très à l'écoute avec les joueurs. Et un jour, tu m'avais fait une remarque qui m'avait aidée. Tu m'avais parlé d'ego. Ouais. Ça, je pense que plus que je t'avais dit. Je pense que tu as dû soigner ton ego pour pouvoir être bienveillante. Ah bah là, bien sûr. Ah oui. Là, faut enlever ton ego. C'est-à-dire que je pense que j'avais dû te décrire une situation et que tu m'avais dit « Fais gaffe, est-ce que c'est ton ego qui réagit ?» Ah oui, possible. Ouais. Ah oui, là, l'ego, faut l'enlever.
Faut enlever son ego un petit peu avec les athlètes. Là, quand je te parle, et même avec mes adhérents au sein de Melting, car faut être ouvert et il faut réussir à accueillir l'autre. Ensuite, l'ego, faut aussi pas trop l'enlever quand là on parle du staff un petit peu technique, tout ça. Parce que faut pas non plus se laisser marcher dessus, tu vois. Donc, ouais, moi, mon ego, bien évidemment, j'ai enlevé mon ego parce que par exemple, quand tu vas avoir des Golgoth du basket qui vont dire allez Claire, est-ce que tu sautes plus haut que moi et qui vont essayer d'affronter la femme que je suis. Tu vois, bien évidemment, heureusement que là-dessus j'ai plus d'ego et que je vais dire bah bien sûr que oui, t'es plus fort que moi, y a pas de souci vis-à-vis de ça. Donc ouais, l'ego, même chose, faut réussir à le doser. Faut pas que je l'enlève parce qu'il faut pas que je le perde non plus pour pas me faire marcher dessus. Et comme je t'ai dit tout à l'heure aussi, avec trouver la bonne dimension et le bon recul avec la personne. Mais faut savoir jouer avec ça. À un moment donné, peut-être mon ego, faut que je le mette de côté pour aussi accueillir la personne. Ou peut-être à un moment donné, faut aussi peut-être que j'ai de l'ego et que je dise non, là, c'est comme ça que ça va se passer et on y va comme ça. Et donc toi maintenant, la valeur de ton bien-être, c'est quelque chose qui est central. Ouais. De ton équilibre, vie pro, vie perso. Ouais, carrément. Dans tes prises de décision aussi. Professionnelles. Tout à fait, exactement. Ouais, carrément. Parce que là, par exemple, tu vois, là, cet été, j'ai pu avoir une opportunité assez incroyable quand même de pouvoir prendre un club sportif en tant que préparateur physique. Donc, c'était quand même une belle proposition. Dans mon bien-être, c'était assez compliqué parce que peut-être que dans mon couple ça pouvait avoir un impact, peut-être que aussi avec le business que j'ai fait au sein de Melting Form ça a pu avoir un impact, peut-être aussi avec mon relationnel qui est très important, ça aurait pu avoir un impact. Donc certes c'était une proposition incroyable et top, mais rien ne vaut mieux que mon bien-être, donc mon bien-être n'a pas de prix. Donc c'est pour ça que des fois maintenant quand je fais le pour et le contre, c'est est-ce que moi, personnellement, ça va aller ou est-ce que ça ne va pas aller ? Si ça ne va pas aller, j'y vais pas, même si c'est pour des milliers, des cents. C'est intéressant d'entendre ça parce que on a eu un ostéopathe sur l'épisode 3 qui paraît, vous ne vivez pas, tu ne vivrais pas si tu avais que le salaire des clubs sportifs. Ah ouais, exactement, ouais. C'est important de savoir ça et du coup, vous êtes aussi obligé de créer un équilibre de vie. Qui ensuite, le jour où il y a un club sportif qui t'appelle quand tu as une trentaine d'années, quelque chose qui te donne envie, vous avez créé des choses ces 10-15 dernières années. Donc, c'est des choix à faire. Nous disons que dans le sport professionnel, notamment collectif, on est amené à faire des choix de carrière. Tout à fait, ouais. Quand je te parlais en tant que joueuse, quand ça peut être précaire, une blessure du jour au lendemain, ça peut être terminé. En tant que prépa physique, même c'est aussi précaire parce que du jour au lendemain, ton contrat, on va te remplacer et on va mettre aussi un nouveau préparateur physique, tu vois. Donc du coup, et c'est pas ce qui nourrit non plus, tu vois. Ok, allez, la prépa physique commence à prendre une dimension maintenant et donc du coup, on commence à mettre un peu plus de budget, mais ça reste encore, on va dire, la dernière ligne du budget prévisionnel du club sportif, tu vois. Donc aujourd'hui, maintenant, on vit pas grâce au club sportif du tout. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a plein de projets et que là, Melting Form aussi nous permet au contraire de vivre. Parce que là, c'est plutôt le sport santé qui fait qu'on vit et qu'on fonctionne. Mais après, encore une fois, quand je dis qu'on vit, avec Thomas, nous, ce qui nous nourrit, c'est pas forcément l'argent, mais c'est les échanges. Et donc, du coup, on sera jamais riche. Concrètement, financièrement, parce que on a un modèle économique où on est plutôt dans l'essaye au contraire d'être proche aux gens et de rendre les choses accessibles, qu'on est même des fois prêt du coup à donner beaucoup de gratuité à des personnes qui ne peuvent pas payer pour faire du sport, tu vois. Donc mais encore une fois, c'est nos valeurs et c'est ça ce qui nous alimente le plus. Donc on court pas derrière l'argent. On court plutôt, on essaye de mettre des choses en place et des projets qui peuvent réunir, faire du bien aux personnes et partager un maximum de choses. Nice. Écoute, je pense qu'on a fait un petit tour. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Je voudrais juste que tu puisses, si tu en as envie, si tu as quelque chose qui te vient en tête, nous partager un film, un bouquin, un son,
un truc... Ouais, là, dernièrement, j'ai vu un film là, sur Canal qui s'appelle Resilient Man, où en fait, c'est un danseur de classique qui appartient dans un ballet. Et en fait, on voit un peu sa blessure et tout ce qu'il a fait pour revenir à son niveau. Et aussi, comme quoi la préparation physique et toute la dimension aussi sportive qui est un peu délaissée dans le milieu classique, tu vois. Et c'est un peu, je trouve, tout ce que j'ai vécu avant en tant que basketteuse et ce que j'ai voulu mettre maintenant en place. Et là, il fait écho à ça. Donc, je recommande beaucoup de personnes là à regarder Resilient Man qui est tout juste du coup diffusé sur les plateformes. Génial. On mettra le lien sur la description Spotify, bien sûr. Et je vais te demander pour terminer, si tu en as envie, de remercier quelqu'un en particulier. Mes précédents invités ont multiplié les remerciements parce que c'est dur de choisir qu'une personne. Ouais, c'est toujours dur. Et je vais remercier Thomas. Je vais remercier Thomas à me supporter parce que je suis quelqu'un, je peux être chiante quand même. Car quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Et je le remercie, voilà, ça fait maintenant des années qu'on avance ensemble, qu'on construit beaucoup de choses ensemble. C'est, on va dire, mon âme sœur professionnelle. Et donc, personne vraiment très importante et c'est un moteur également pour moi. Donc, je le remercie. Génial, j'espère qu'il écoutera. Je veux te remercier beaucoup, à mon tour de te remercier. Merci d'avoir été disponible. Je pense qu'il y a eu peut-être des petits bruits de fond. On est dans la salle. Claire ne quitte jamais le bureau. Jamais. Voilà. mais c'était génial. C'était un super échange. Merci pour les enrichissements. Je pense que ça va aider et guider de nouveau pas mal de personnes. Je remercie bien sûr, comme d'habitude, Eto pour la musique et je remercie QG Prod pour la production de l'épisode. Et je vous dis à très bientôt sur Au-delà du jeu. Salut Claire. Te opo a neo ia oe I te po I